Après une année 1911 particulièrement satisfaisante, 1912 a été une vraie épreuve pour créer une sélection de 5 films qui me plaisent vraiment et avec un minimum de diversité. Déjà plus le temps passe et plus je deviens exigeant sur la qualité de la copie que je regarde. Et vraiment, pour l'année 1912, il y a des films que j'ai abandonnés au bout de 2-3 minutes de visionnage car ça commençait à devenir visuellement douloureux. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est évidemment pas un défaut du film lui-même, et probablement que je suis passé à côté de grands films juste parce que c'est impossible de pleinement profiter d'une bonne expérience de visionnage. Parmi ces films, il faut que j'aborde l'existence de Cléopatra et From Monger to the Cross. 2 films historiques américains de plus d'1 heure, l'un se concentrant sur la vie de Cléopâtre et l'autre sur la vie de Jésus, de sa naissance à sa crucifixion. Des films majeurs, à très gros budget pour l'époque, amorçant cette bascule vers le long métrage. Mais bon, je pense que vous comprenez grâce aux images que je n'étais pas très motivé pour m'investir dans le visionnage. Quelque chose que je remarque également, c'est qu'il y a beaucoup moins de moyens métrages qu'en 1911. Là où j'étais persuadé qu'après 1911, le moyen métrage allait tout de suite devenir la norme, je me suis bien trompé. La très grande majorité du cinéma de 1912 dont j'ai pu faire l'expérience dépasse très rarement les 30 minutes. Un retour en arrière assez étrange et inattendu, mais qu'importe. J'ai quand même réussi à dénicher 5 films, certains cultes, d'autres quasiment inconnus, mais tous au moins intéressants à aborder. Mais avant ça, on a des adieux à faire. Il y a en effet un réalisateur qui cette année fera son dernier grand film. Un film d'ailleurs qui n'a pas trouvé une place parmi mes 5 films préférés de 1912, se hissant seulement à la 7ème place. Pour la dernière fois de cette émission, parlons du cinéma de Georges Méliès. La Conquête du Pôle est considéré comme le dernier grand film de Méliès, un film assez sympa, bien qu'un peu trop long, où Méliès ira au paroxysme de son art et de sa créativité avec cette scène. Cette scène où des centaines d'avions miniatures volent ensemble vers une nouvelle terre inexplorée. C'est une très belle invitation à une grande aventure et une très belle manière d'illustrer une ruée, une course effrénée vers un nouveau territoire dont on ne saisit que maintenant tout le potentiel. Le film n'aurait pas pu sortir à une meilleure année pour créer une allégorie toute simple mais tout de même puissante avec le cinéma. Au début des années 10, c'est vraiment comme ça que ce nouveau média est perçu. Une terre dont on est très loin, même aujourd'hui, d'y avoir découvert toute la beauté et la richesse qu'elle peut nous offrir. Même si ce n'est pas le dernier plan du film, le fait que la carrière de Méliès se conclue en partie avec ce plan, je trouve ça très poétique. L'impression d'entendre Méliès nous dire « C'est bon, je vous ai ouvert la voie, j'ai fait mon taf, maintenant c'est à vous de transformer l'essai ». Très égocentrique le Méliès, je vous l'accorde. Entre 1896 et 1912, Méliès aura été l'un des cinéastes les plus importants de son époque, un pionnier qui aura grandement contribué à la création de la grammaire cinématographique. Le premier à utiliser les caractéristiques substantielles du cinéma pour représenter les réels. Un pionnier extrêmement prolifique d'ailleurs, ne s'étant jamais arrêté de créer. Parfois c'était banal et ennuyant, parfois c'était cool et divertissant, et parfois c'était vraiment impressionnant. Bref, bonne continuation, et merci pour les travaux. Ok, ça c'est fait. On peut maintenant découvrir quels sont les 5 films qui m'ont le plus marqué en 1912. Et on va commencer par probablement le film le plus étrange que j'ai eu à traiter de l'émission. La vengeance du ciné-opérateur, réalisé par Ladislas Starewicz. C'est le genre de film où plus tu vas savoir des trucs à son sujet, et plus il va paraître glauque. Le film est intégralement réalisé en stop motion, et il dure environ 12 minutes. 12 minutes de stop motion, c'est vraiment long quand tu es tout seul à créer le film, et ça demande un vrai investissement sur potentiellement plusieurs mois de travail. Ensuite, cette idée de mettre en scène des insectes vraiment mastoc dans des situations de la vie quotidienne, avec cette photographie assez sombre et filmée dans une série de plans neutres, je sais pas, il y a un malaise qui se crée. En plus, la musique que vous avez en arrière-plan, c'est la musique que vous entendrez durant le métrage. C'était probablement pas la bande originale du film, mais elle participe bien à cette petite sensation de malaise qui commence à s'installer. Ensuite, tu commences à te renseigner sur le film et tu apprends que les insectes ne sont pas des sculptures, mais de vrais cadavres d'insectes. Et là, ça devient vraiment bizarre. Là, je commence à imaginer le processus de fabrication. Ce réalisateur tout seul dans son atelier, perdu au fin fond de l'actuelle Pologne, et qui fait des trucs bizarres avec sa caméra et ses cadavres d'insectes en 1912. Non, j'adore. C'est un film qui, je trouve, résonne étonnamment bien avec l'horreur d'internet d'aujourd'hui. Cette esthétique cursed, marquée par le vieillissement du métrage, et tout ce qu'il nous laisse imaginer, ça ne me laisse vraiment pas insensible. En plus des qualités formelles du film en termes d'animation et de maquette qui me plaisent beaucoup, j'aime sincèrement le malaise que le film me provoque. Pour le deuxième film de la sélection, on va repartir sur des terres qu'on maîtrise un peu plus, avec l'un des courts-métrages les plus célèbres de Griffith, The Musketeers of Pig Alley. Et pour vous dire à quel point la sélection des films de 1912 a été compliquée, je n'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce film.
Comme d'habitude avec Griffiths, c'est très convaincant en termes de jeu et le découpage du film est assez plaisant en termes de rythme. Le scénario quant à lui ne m'accroche vraiment pas, je ne saurais même pas trop dire ce que raconte le film, mis à part une banale histoire de gangster. En termes de mise en scène, on a des plans très resserrés sur les personnages et notamment sur les visages, quelque chose que l'on voit très rarement à cette époque et qui ici permet de construire une vraie tension. Plus on est proche d'un personnage et plus ses émotions nous sont communiquées. On n'a pas besoin de connaître le contexte du film pour deviner ce qui se joue ici. Tout nous est communiqué visuellement. Et rarement Griffiths aura été aussi bon dans cet exercice, et rien que pour ça, le film mérite d'être cité. Ah, je vous avais prévenu que cette entrée allait être superficielle, et je vais difficilement vous proposer mieux avec le film suivant. Ce film suivant, c'est Falling Leaves, réalisé par Alice Guy. Alors honnêtement, si j'ai mis ce film aussi haut dans mon classement, c'est pour une seule scène. Peut-être la scène la plus touchante que j'ai pu voir de l'émission. Déjà, Falling Leaves, ça nous raconte la détresse d'une adolescente face à une maladie incurable et mortelle, ainsi que le désespoir de la mère et de la petite sœur. Dans cette scène, le médecin nous dit qu'elle sera morte quand la dernière feuille de l'arbre sera tombée. Après avoir dit cette phrase, on peut voir les feuilles de l'arbre commencer à tomber à travers la fenêtre. Et ça, c'est déjà pas mal. Ça concrétise l'idée qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps de vie à l'adolescente, et surtout ce n'est pas filmé de manière grossière, avec juste un plan sur un arbre. Alice Guy fait dans la finesse en se permettant de montrer à la fois quelque chose de très concret au premier plan et quelque chose de beaucoup plus abstrait et poétique en arrière-plan. On continue le film et on arrive à la scène dont j'ai vraiment envie de vous parler. Une scène où l'on va vraiment se mettre du point de vue de la petite sœur. La caméra va se mettre à sa hauteur et va s'adapter à son rythme et à sa perception des choses. Dans le jardin, la petite sœur, avec quelques bouts de ficelle, va essayer de raccrocher les feuilles aux arbres. Quand on lui demande pourquoi elle fait ça, elle va innocemment répondre « Je rattache ces feuilles pour que ma sœur ne meure pas ». C'est d'une innocence et d'une sensibilité qui me touchent sincèrement, et que l'on voit très rarement dans le cinéma de cette époque. D'ailleurs, le public aussi a vraiment été touché par la scène. On a par exemple ce commentaire de Night Zombie qui cite l'intertitre avec un smiley qui pleure, et en dessous la réponse de Rex Colt qui nous annonce avoir pété pendant qu'il regardait ça. J'aime tellement Internet. Le film suivant sera le seul moyen-métrage de la sélection, et là on commence à parler de films que j'apprécie réellement du début à la fin. L'avant-dernier film dont j'ai envie de vous parler s'intitule « Le mystère des roches de Cador ». Dans un premier temps, quel bonheur de comprendre absolument toute l'intrigue d'un film. Tout est parfaitement clair et limpide sur ce qui se passe. Globalement, le film nous montre que combiner de la jalousie et de la frustration sentimentale avec une histoire d'héritage, ça peut conduire un homme à commettre les actes les plus sombres, notamment tenter de tuer sa cousine ainsi que son amoureux. Et oui, les mariages entre cousins et cousines dans la bourgeoisie française des années 10 n'étaient pas rares, globalement pour des raisons d'argent et de pouvoir. Fort heureusement, le cousin n'est pas très bon en tuage. Il réussit à éliminer l'amour de sa cousine, mais pas la cousine, réussissant à survivre dans une scène particulièrement réussie en termes de tension. La cousine ressort quand même traumatisée de cette expérience et va rester en état de choc catatonique, je crois que c'est le bon terme, pendant pas mal de temps. L'enjeu du film sera de réussir à ramener la cousine à la raison, car elle a toutes les informations pour identifier et retrouver le cousin. C'est là que les thérapeutes et le scénario vont avoir une idée de génie, réaliser un film qui reconstitue les événements traumatisants, puis le montrer à la cousine. C'est la première fois de l'émission que le cinéma est utilisé de cette manière. C'est la première fois que dans un film, je vois des gens tourner un film. Déjà, c'est hyper stimulant pour celui qui s'intéresse à comment les films de cette époque sont créés, et la scène où l'on projette ce qui a été tourné à la cousine est géniale. L'obscurité de la pièce crée une ambiance assez abstraite, où l'on distingue uniquement ce qui importe, le sujet et l'objet de sa thérapie. Cette obscurité nous met directement à proximité du personnage. On est dans sa tête, confronté à ses pensées et à la reconstruction mentale des événements qu'elle a vécus. C'est une scène que je trouve très forte d'intensité et d'immersion. Le moment où le personnage reprend conscience et se prend d'un coup toute la décharge émotionnelle fonctionne très bien. J'ai rarement vu un film de cette époque mettre autant d'emphase sur un parcours psychologique complexe. Au-delà de cette scène, tout le film est vraiment plaisant à suivre. C'est bien rythmé, c'est tourné en décor réel, permettant aux paysages et aux lieux d'exister pleinement dans le cadre. L'image baigne dans ce magnifique noir et blanc orangé, qui n'est pas forcément la couleur qui représente le mieux la Bretagne, je vous l'accorde, mais qui est pour moi un vrai confort visuel. Le mystère des roches de Cador, c'est vraiment un très bon film, mais c'est seulement un très bon film. Allons maintenant voir le seul film de cette année que j'ai classé en banger. Est-ce que vous vous souvenez du film Le Moulin Maudit, réalisé par Alfred Machin et que j'ai traité en 1909 ? C'était vachement bien, c'est le film qui contenait mon plan préféré de l'année 0. En 1912, Alfred Machin va sortir un nouveau film, Des Mollens die Judsen and Vennen. Vraiment, les accents sont catastrophiques. On va appeler ce film par son nom français, L'âme des moulins. Alfred Machin adore les moulins,
Et moi, j'adore les filmographies cohérentes. Esthétiquement parlant, L'âme des moulins est le film qui m'a le plus séduit parmi les 171 que j'ai pu voir jusqu'ici. Le métrage est très court, à peine 6 minutes, et on va vraiment pouvoir le parcourir de façon chronologique. Au début du film, on suit un enfant qui fabrique un moulin miniature devant chez lui étant un moulin, tout ce qu'il y a de plus classique. Première chose, je n'ai jamais vu une caméra se mettre aussi ras du sol pour filmer un gosse. Même quand Alice Guy adapte son cadrage pour se mettre du point de vue d'une enfant, c'est pas complètement réussi. Dans ce film, cet angle de caméra à hauteur d'enfant rend tout le reste impressionnant. Le moulin qui ne rentre pas entièrement dans le cadre et ce mystérieux individu qui émerge en faisant toute la hauteur de l'image. Les couleurs sont assez étranges aussi. C'est du noir et blanc mais pas complètement. Il y a une palette assez faible, presque effacée, qui donne à l'image un aspect un peu irréel, voire surréaliste. Ce mystérieux vagabond va se faire rejeter par la famille et se venge de colère sur la maquette de l'enfant. Ce type passe de mystérieux à légèrement angoissant. Et puis on arrive à ce plan. Regardez-moi la beauté de ce cadre, la profondeur de champ, la composition hyper précise, à quel point ce plan est ancré dans le réel. On a ce personnage dont on ne distingue que la silhouette et dans une pose qui nous laisse imaginer toute la colère et la détermination qui l'habitent. Placer le moulin ici, au fond du cadre et à droite du personnage, nous fait comprendre que le moulin devient l'objectif de ce dernier. En un seul plan, purement esthétique et sans aucune narration textuelle, Alfred Machin parvient à nous montrer à la fois les émotions du vagabond et ce qu'il projette de faire. D'ailleurs, un détail que j'aime bien, les pales du moulin ne tournent plus, comme si le moulin était endormi. Par un jeu de métonymie, le moulin représentant la famille, on comprend que le vagabond va attaquer au moment où la famille est le plus vulnérable. Et puis on enchaîne avec ce plan. Ce plan est absolument sublime. Il y a trop de trucs à dire. L'angle de caméra qui met vraiment en valeur la détermination du vagabond, le ciel rouge et violet faisant écho à la colère du personnage dans un vrai contre-jour et à l'allure étrange le rendant vraiment angoissant, ce plan est dingue, mais ça ne s'arrête pas là. On a également ce plan où le vagabond démarre un incendie qui suit la même logique esthétique, et enfin, ce plan du moulin en train de partir en cendres, juste sublime. Ce plan à la colorimétrie apocalyptique, un champ de vision très large pour marquer l'isolement du lieu et de la famille, le fait qu'ils aient réellement brûlé un moulin pour le film et qu'il ne fallait donc vraiment pas rater la prise, la détresse de la famille qui vient de tout perdre et dont on ne distingue à peine les visages, vraiment je ne pense pas surréagir. L'âme des moulins est facilement parmi les 5 meilleurs films que j'ai vus depuis le début de l'émission. Un film qui montre que tu n'as pas besoin d'être long pour durablement marquer la rétine du spectateur. Et voilà qui conclut mon exploration de l'année 1912, une année où les cinéastes se sont un peu reposés, proposant des films oscillant pour la plupart entre le sympathique et le osef, malgré évidemment quelques fulgurances. Honnêtement, je craignais que ça devienne une tendance, que plus le temps passait, et moins j'allais être passionné par les films du passé. Mais en commençant mon visionnage de l'année 1913, j'ai tout de suite été rassuré. Je ne vous en dis pas plus, j'ai très hâte de vous parler vieux cinéma à nouveau. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.